Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Et alors quand c'est licite, donc halal, ça sous-entend en fait automatiquement que la chose en question est a priori illicite. Donc la chose en question est a priori illicite, typiquement manger de la viande, manger de cet animal, c'est illicite. Ah, voilà un certain nombre de conditions que l'on doit s'imposer, qu'on doit imposer à la communauté pour que tout à coup, ce qui était illicite devienne licite. Donc c'est pas automatique en fait. Donc déjà ça c'est intéressant de dire que dans cette communauté-là, manger de la viande n'est a priori pas licite. Et alors les conditions sont telles que moi je peux vous le dire comme ça en 5 secondes, on n'est pas obligé de y passer la soirée, que ce qui est considéré comme étant halal, ce qui est vendu comme étant halal en France, en fait en réalité n'est pas licite et ne devrait pas être consommé par les musulmans. Épisode 23, troisième partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Comme on l'a vu dans les précédentes parties, Fatima Wassak est antispéciste. Elle défend une position abolitionniste vis-à-vis de l'exploitation animale, en écrivant par exemple dans son ouvrage Pour une écologie pirate, je cite « Nous savons que les animaux non humains, comme nous, ne veulent pas être tués, qu'ils sont réduits à l'état de marchandises alimentaires, mais qu'ils ressentent, comme nous, la douleur et l'angoisse, la joie et la plénitude. Nous savons par ailleurs que nous n'avons absolument pas besoin de les manger pour vivre bien. » Fin du débat. Plutôt que de penser à comment l'antispécisme pourrait et devrait venir s'appliquer dans les quartiers populaires, Fatima Wassak nous appelle à être attentive à la façon dont il est déjà pensé dans ces espaces, mais peut-être d'une façon différente de l'antispécisme majoritaire. Elle propose dans cet épisode des pistes sur les façons particulières dont la question animale peut être soulevée et appréhendée depuis les quartiers populaires, notamment depuis la religion musulmane, qui selon elle offre un terrain de réflexion philosophique et spirituelle fructueux pour dénoncer et rejeter le spécisme. Croiser islam et antispécisme, je pense qu'on a l'habitude de l'entendre que dans des discours islamophobes. Par exemple, quand chaque année, les sacrifices de l'Aïd sont qualifiés de barbares et instrumentalisés pour stigmatiser encore une fois les musulmans-musulmanes. Et c'est toujours pour suggérer que islam et antispécisme seraient incompatibles. Alors ça vaut vraiment le coup, je pense, d'ouvrir un dialogue apaisé pour écouter et comprendre les résonances que trouve l'antispécisme en islam, comme nous y invite Fatima Wassak dans cet entretien. Il y a quelque chose dont vous parlez dans votre deuxième ouvrage Pour une écologie pirate par rapport au mouvement écologiste qui, vous allez me dire si vous trouvez que ça s'applique peut-être tout aussi bien, ce genre de réflexion, à la question du rapport avec les mouvements antispécistes, c'est l'idée qu'il y aurait un certain rapport justement par rapport aux populations racisées et notamment des quartiers populaires de venir avec les solutions clés en main et de se dire la bonne question c'est comment intéresser ou faire adhérer les classes populaires à l'écologie et de même on pourrait le dire au véganisme ou à l'antispécisme, comment les intégrer finalement au front de notre lutte qu'on a déjà bien tout pensé pour massifier le mouvement, comment les sensibiliser ou les inclure soit à l'écologie soit à l'antispécisme. Vous dénoncez ça en disant c'est une vision en fait coloniale et paternaliste et vous appelez vous défendez même un projet de l'écologie et peut-être aussi de l'antispécisme pensé depuis les quartiers populaires. Oui, tout à fait, parce que déjà d'une part, ça ne marche pas en fait. Je veux dire, quand on a pensé un projet pour une population sans la population, je veux dire, il n'y a pas de miracle, non, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas juste venir appliquer l'écologie ou l'antispécisme. Dès lors qu'elle a été pensée du point de vue, avec les enjeux, les priorités, les urgences d'une autre classe sociale, d'un autre territoire, etc. Je veux dire, il n'y a pas de raison que, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison que la périphérie rejoigne le centre pour défendre les intérêts du centre. Voilà.
Et puis c'est arrivé avec ce présupposé que ces populations-là ne défendent pas déjà, en fait, ne sont pas elles-mêmes porteuses de ces combats. C'est là aussi où, oui, effectivement, je voulais en venir. Donc du coup, il y a ce problème d'efficacité. Je veux dire, même pour les gens sincères, qui leur dire, mais en fait, ne perdez pas de temps, en fait, ça marchera pas votre truc, donc faites autre chose. Déjà, ne serait-ce que pour cette raison-là d'efficacité. Ensuite, oui, moi, ce que je dénonce, effectivement, c'est le fait que ça traduit un rapport colonial aux populations qui vivent dans les quartiers populaires, donc la population non blanche qui vit ici en France. Moi, je dis que c'est le sud dans les pays du Nord. Rapport colonial parce qu'effectivement on a tendance à considérer que cette population non blanche elle est là, elle est réduite déjà à sa stricte utilité, elle est réduite à sa force de travail et on a tendance à la considérer comme de l'énergie en fait, des troupes, de la masse pour élargir les fronts. Alors, élargir le front écologiste, élargir le front antispéciste, pourquoi pas, élargir n'importe quel front progressiste. Voilà, on va considérer que ces gens-là, on n'a pas à les associer à la réflexion et à la manière dont on pense le projet politique, y compris dans sa dimension stratégique. Non, ces gens-là, une fois qu'on a tout ficelé, de A à Z, là, on se penche sur ces familles, sur ces populations et on leur dit, venez... on va vous intégrer à la lutte. Et d'ailleurs, parfois, avec un propos très méprisant et condescendant et même culpabilisant quand il s'agit d'écologie, en leur disant mais voilà, vous êtes les premières victimes du dérèglement climatique, mais qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux, bande d'abrutis, pourquoi vous ne vous souciez pas de votre sort, pourquoi vous ne vous souciez pas du sort de vos enfants, des générations futures, etc. Donc en plus souvent ça s'accompagne de cette culpabilisation-là aussi. Oui, il y a un rapport colonial. Maintenant, en fait, franchement, des fois, ça me fait un petit peu rigoler quand je vois ces organisations. Alors, qui n'ont pas toutes ce rapport au quartier populaire, au sens où quand même, l'essentiel des organisations écologistes, par exemple, puisque vous parliez des organisations écologistes, mais antispécistes aussi, l'essentiel de ces organisations, en fait, ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans les quartiers populaires. C'est ça la vérité. C'est plutôt un point aveugle. Bah ouais, c'est un point aveugle. Et puis surtout, on se dit, mais c'est des gens qui sont tellement loin. Ils ont autre chose à s'occuper. Ils s'occupent de leur chômage, de leur misère, de leur précarité. Il y a vraiment ce truc de dire, mais c'est des gens, il y aurait tellement de travail à faire pour les associer. On part tellement de loin. Voilà, moi, ça, j'ai entendu ça de la part d'un penseur écologiste parlant des quartiers populaires. Il a dit, non, on n'a pas le temps. Il y a une urgence climatique aujourd'hui. On partirait de trop loin. Et donc, tant pis, on fait sans eux. Voilà. Mais il n'y a pas une réalité du fait que quand on vit la violence sociale, les violences de la police, la précarité, quand on est déjà engagé sur des luttes dans nos quartiers justement, enfin, dans les quartiers populaires, ça rend peut-être plus difficile en fait de s'intéresser à des combats qui peuvent paraître moins prioritaires ou plus éloignés, typiquement les animaux, peut-être aussi l'écologie. Alors ok, d'accord, mais comment vous expliquez les luttes anticoloniales ? Je veux dire, moi, franchement, vous pouvez m'amener les luttes que vous voulez, et souvent, je participe aux luttes, en fait, que vous allez certainement évoquer. Je vois pas ce qu'il y a de plus puissant, de plus mobilisateur, de plus glorieux que les luttes anticoloniales. Vraiment. Je veux dire, on a affaire là à des personnes qui certainement se souciaient de ce que vous évoquez, c'est-à-dire de survivre, de manger, Bon, c'est ces problèmes, en fait, très primaires, en fait. Oui, certainement. Donc, population notamment d'Afrique, des peuples d'Afrique, et qui pourtant ont libéré l'Afrique, pour partie, de la férocité coloniale. Je vais prendre l'exemple de l'Algérie, c'est l'exemple dont je parle dans Pour une écologie pirate. L'Algérie, c'est 132 ans de colonisation. 132 ans. Et c'est la colonisation, c'est pas le rapport colonial au quartier populaire ici, en France et en Europe. C'est la colonisation, c'est l'aliénation totale. C'est de dire, vous n'êtes rien. On a la possibilité, le droit même de vous tuer. Vous êtes des sous-citoyens. Il y a un collège pour les vrais citoyens français et il y a un collège pour les musulmans. Je veux dire, c'est institutionnalisé. C'est pas comme ici où on a quand même un semblant d'état de droit, etc. Même si la réalité est raciste. Mais il y a un état de droit. L'Algérie française, c'est 132 ans de viol, de pillage, de spoliation totale. C'est une colonisation de peuplement. Et pourtant, après 132 ans de colonisation, il y a libération. Donc, et pourtant, voilà, vous pourriez dire, oui, mais ces paysans, ils avaient autre chose à s'occuper. Non, ils ont pris les armes, ils se sont battus. Il et elle, d'ailleurs, voilà, moi je parle aussi des moudjahidettes, donc de ces femmes qui d'ailleurs se sont battues soit par les armes, soit, on en parlait tout à l'heure, par la transmission. Voilà, elles ont transmis à leurs enfants depuis le début, le premier jour de la colonisation, des petites comptines toutes gentilles.
C'est ce que j'aurais dû vous donner comme exemple tout à l'heure, parce que là, tout à coup, c'est tout mignon. Voilà, on est en train de préparer à manger, on est en train de discuter un petit peu avec les enfants, etc. Ça mange pas de pain. Et pourtant, voilà, il y a ces musiques, ces chansons, ces comptines où on va parler de reprendre notre dignité, notre terre spoliée, etc. Sans le dire clairement, hein, on va parler de terroir, on va parler de... Mais il y a tout ce travail-là aussi qui a été fait et qui a permis la libération. Donc, mais il y a une volonté politique derrière. C'est pas juste par accident comme ça où on a comme ça ces comptines sont tombées du ciel, ces chansons sont tombées du ciel. Donc c'est bien que ce n'est pas parce qu'on est opprimé en fait qu'on est parmi les plus opprimés qu'on ne veut pas se libérer. En fait, c'est même le contraire à mon sens. C'est qu'on sous-estime, et je pense à cause de représentations racistes, on sous-estime par exemple la soif de liberté qu'on peut trouver dans les quartiers populaires. Moi, je voulais absolument que dans le titre de ce livre, pour une écologie pirate, il y ait la notion de liberté. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas pour les quartiers populaires. Oui, le sous-titre, c'est « Et nous serons libres ». C'est « Et nous serons libres » parce que dans les quartiers populaires, on va effectivement parler de manger, dormir, de travail, du chômage, de survivre, etc. Quelque chose qui paraît vraiment... au niveau de ces gens-là, en fait. Par contre, alors la liberté, il faut pouvoir l'apprécier, il faut pouvoir en jouir, en fait. Et on ne peut l'apprécier que quand on est de classe dominante, quand on est blanc. Là, oui, on peut l'apprécier. Mais ces gens-là, ils peuvent pas apprécier quelque chose d'aussi noble. Et moi, j'ai voulu justement casser ça, en fait. Dire non, nous, on meurt de ne pas être libre. On meurt d'être sous contrôle permanent dans les quartiers populaires. Donc, nous, ce qu'on veut avant tout, c'est se libérer. Mais comme nos grands-parents ont cherché à se libérer, ils mouraient d'être sous contrôle, quoi. Et du coup, non, moi je pense que ce qu'on peut opposer à ce discours-là, qui tend à nous prendre de haut, des discours comme ça... autour des luttes écologistes, par exemple radicales, où finalement, on occupe, je veux dire, oui, c'est bien, c'est bravo, etc., de saboter, d'occuper, etc. Mais je veux dire, nous ne sommes pas en reste, en fait, dans les quartiers populaires. On est héritiers, alors d'ailleurs, de luttes qui ont été menées là-bas, et encore une fois, ce sont des luttes armées, ce sont des luttes... l'Algérie, c'est 1 million de morts et de mortes. Donc, voilà, c'est pas rien. Nous sommes héritiers de ces luttes qui ont été, encore une fois, pour grande partie victorieuses, glorieuses, même si malheureusement ce n'est pas fini, ça continue. Mais dans les quartiers populaires, c'est pareil. Je disais, le mouvement des travailleurs arabes à Bagnolet et ailleurs en Seine-Saint-Denis, la lutte des foyers Sonacotra. Voilà, on a affaire à des gens qui ne savent pas lire et écrire français, qui sont des ouvriers, ils ont mené une lutte de 7 ans, 8 ans. Donc une lutte dans les foyers de travailleurs à l'époque où ils étaient concentrés, et ils ont été brutalisés par la police et on les a menacés de les renvoyer au pays. Et ils ont tenu pendant 8 ans. Je veux dire, ils n'ont pas lâché. Et c'est ces moustachus là du bled qu'on tend à mépriser comme ça en les prenant de haut parce qu'on a fait une occupation parce qu'on a fait une ZAD ou je sais pas quoi. Non, je veux dire, c'est bon. On n'a pas de leçons à recevoir pour ce qui est des luttes passées comme des luttes actuelles. Non, moi, et de toute façon, je vous dis, ça ne nous fait pas avancer. Je pense que dans les quartiers populaires, on a quand même la conscience de savoir qu'en fait, ce qui va protéger nos enfants, c'est nous-mêmes. Alors malheureusement, pour l'instant, c'est plutôt des stratégies individuelles. C'est-à-dire qu'on va plutôt chercher à extraire l'enfant de sa classe sociale et de son territoire, et on va chercher à tout prix à quitter le quartier, en fait. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les quartiers populaires, mais il s'agit bien d'une stratégie propre aux quartiers populaires. C'est pas quelque chose qui est arrivé de l'extérieur, quoi. Voilà, moi j'aspire et je travaille à ce que ces stratégies individuelles dans les quartiers populaires, en fait, deviennent des stratégies collectives, en fait. C'est ça le vrai changement. C'est pas jusqu'à aujourd'hui ce qui nous a libérés c'est l'extérieur, c'est ces organisations écologistes, etc. Ça c'est pas vrai, rien du tout. Rien n'a été obtenu dans les quartiers populaires grâce aux organisations progressistes, de gauche, rien du tout. Mais quand je dis rien, je pèse mes mots. Rien. Je veux dire, la gauche, les écologistes n'ont fait que trahir la classe ouvrière qui vit dans les quartiers populaires. Ça a été trahison sur trahison. La revendication, la cause la plus emblématique, c'est le droit de vote des étrangers. Je veux dire, ça c'est un truc qu'on nous a répété toute notre vie. Non mais vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, ne vous occupez de rien. Et à chaque campagne électorale, vous aurez le droit de vote, vous aurez le droit de vote. Et rien du tout. Donc, voilà, c'est emblématique. Je veux dire, la question, les enjeux des quartiers populaires ne se réduisent pas à la question du droit de vote des étrangers, mais quand même, ça en dit long quand même. Combien de campagnes électorales on nous a sorti ce truc, cette tarte à la crème. Donc, non, il n'y a rien qui est venu de l'extérieur. Tout ce qu'on a réussi à obtenir, mais de toute façon, c'est le cas pour toutes les luttes d'émancipation. Je veux dire, s'il y a à un moment donné acquis
féministe, et donc conquis, c'est grâce aux femmes, aux féministes aussi. S'il y a acquis de la classe ouvrière, c'est parce que la classe ouvrière ne s'est pas laissée marcher sur la tête, etc. C'est pareil pour les quartiers populaires. Donc voilà, non. Nous, notre enjeu vraiment aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est vraiment... alors il y a un rapport de force à faire, ça c'est évident, et donc contre les institutions, il y a un travail d'alliance des luttes. Donc moi je dis aussi quand même qu'il faut faire ce travail d'alliance des luttes avec les autres organisations qui ne sont pas des organisations des quartiers populaires, ça c'est indispensable. C'est indispensable au sens où sinon on va juste crever, ne serait-ce que démographiquement, je veux dire, on ne fait pas le poids aujourd'hui si on se limite uniquement aux forces des quartiers populaires. Donc il y a un travail de convergence ou d'alliance, on l'appelle comme on veut, à faire, notamment d'ailleurs avec la classe moyenne des quartiers pavillonnaires. C'est là où il faut cliver, où il faut faire basculer, il faut essayer de convaincre. Mais il y a surtout un travail d'auto-organisation à faire pour passer, encore une fois, des stratégies individuelles aux stratégies collectives, c'est-à-dire pour faire de la politique, quoi. Oui. Et ça devient de plus en plus urgent. Entre la politique qui est menée par le gouvernement libéral autoritaire d'Emmanuel Macron et la montée en puissance de l'extrême droite, et malheureusement les deux vont ensemble. Bon, il y a encore plus d'urgence à s'auto-organiser collectivement dans les quartiers populaires. Ce que vous faites aussi dans votre ouvrage Pour une écologie pirate, c'est d'ancrer la question écologique dans les questions concrètes et quotidiennes qui concernent les habitantes et habitants des quartiers populaires. Donc, comme vous l'avez dit, la liberté de circuler, la lutte contre la pollution. Et moi, je me pose la question par rapport à la question antispéciste. Est-ce que vous pensez qu'il y a des décentrements similaires, peut-être, qui sont à opérer pour ancrer la question de la lutte contre le spécisme dans la situation politique des quartiers populaires? Absolument. C'est pour ça que alors, c'est tâtonnant, hein, mais moi, je trouve que c'est intéressant aussi de partir des tâtonnements, en fait, et des expériences sans venir avec des choses trop prémâchées et trop pensées ailleurs, parce que, ça ne marche pas. Donc, alors, le tâtonnement en question. Moi, je pense que oui, partir de la question de la nourriture, de ce qu'elle produit, de ses conséquences, en fait, sur nos corps, nos âmes, nos relations les uns vis-à-vis des autres, que ce soit entre humains ou humains et animaux non humains. Ça, je trouve que c'est une bonne entrée. Alors, elle suppose cette entrée-là de se frotter, et on n'a pas l'habitude en France, à la question de l'islam, la question religieuse, la question de cette spiritualité-là, parce qu'il y a d'autres spiritualités qui posent évidemment beaucoup moins de problèmes, je veux dire, dans l'antispécisme, hein. Mais celle-là, évidemment, elle pose énormément de problèmes. Je l'ai dit tout à l'heure, alors le truc le plus caricatural, c'est l'Aïd, mais de manière générale, je veux dire, moi, je trouve pas beaucoup d'écoute à un propos qui trouverait son fondement dans la religion musulmane, dans l'espace antispéciste. On considère que c'est déplacé, c'est pas intéressant, et puis il y a la laïcité, donc il y a vraiment ce truc ici c'est laïque, donc du coup la religion musulmane souvent c'est pour l'espace privé, c'est tout le rapport qu'on peut avoir à cette religion-là qu'on tend à assigner justement à résidence, c'est-à-dire c'est vraiment pour chez vous, mais pas ici dans l'espace politique, dans l'espace militant, y compris antispéciste. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, ce serait pas considéré comme halal, en fait, la façon dont les animaux sont traités actuellement? Oui, voilà. Alors, voilà. Parce que, du coup, je pense que partir donc de la nourriture et du rapport qu'on entretient, donc population des quartiers populaires, pour beaucoup non blanches, pour beaucoup musulmanes, qu'on entretient avec cette nourriture, et les questionnements, et voire même, je l'ai dit, les angoisses que cela peut produire, peut provoquer. Je pense effectivement que partir de là, donc explorer en fait ce que signifie au fond cette notion de halal. C'est-à-dire que halal, c'est un mot qui est connu dans l'espace majoritaire, médiatique, politique, etc. Je vous dis, moi, quand je parlais de l'alternative végétarienne, on m'a renvoyé tout de suite à ce mot halal. Je le retrouvais dans les comptes rendus, etc. Donc c'est un mot qui circule beaucoup, mais qui circule souvent. Alors, soit pour être stigmatisé, on va considérer que, ah oui, mais en fait, ce qu'elle veut, c'est le halal. Ou alors, ces gens-là, ils veulent prendre plein de place, ils veulent islamiser, etc. Et donc, en fait, ils veulent nous imposer le halal. Donc, c'est soit pour stigmatiser, soit le halal, c'est presque au contraire, mais alors c'est un problème aussi, pour que l'industrie puisse retomber sur ses pieds, ses pattes, avec la population musulmane. C'est-à-dire, alors voilà, ces gens-là veulent consommer, selon leurs convictions, etc. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bien dommage, parce que alors il y a tout un pan de la camelote que l'on a à leur refourguer, qui ne leur était pas accessible pour des raisons religieuses, spirituelles, etc., d'interdits, par exemple d'interdits religieux. En bon capitaliste, on va mettre de l'eau dans le coca raciste,
et islamophobes, et on va ouvrir le marché et on va dire, voilà, tu peux finalement consommer puisque on te le dit, on te le certifie, c'est halal. Donc voilà, on avait ces deux choses-là en fait. Donc soit stigmatisation, soit élargissement des produits en fait qu'a proposé la société de consommation. Mais rarement, jamais en fait, on interroge ce mot en fait, halal. Qu'est-ce que ça veut dire justement, oui, voilà. halal? Alors c'est la notion de licite. Alors elle concerne pas uniquement la nourriture, elle s'étend à tout ce qui est licite en islam. Et alors quand c'est licite, donc halal, ça sous-entend en fait automatiquement que la chose en question est a priori illicite. Donc la chose en question est a priori illicite. Typiquement, manger de la viande, manger de cet animal, c'est illicite. Ah, voilà un certain nombre de conditions, de rituels, de conditions de manière générale que l'on doit s'imposer, qu'on doit imposer à la communauté pour que tout à coup, ce qui était illicite devienne licite. Donc c'est pas automatique en fait. Donc, déjà ça c'est intéressant de dire que dans cette communauté-là, manger de la viande n'est a priori pas licite. Et ça on ne le sait, on ne le dit pas, on ne le sait pas. On considère que bah oui, les musulmans ils mangent de la viande. Non. S'ils en mangent, c'est parce que des conditions ont été réunies. Mais sinon, si les conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas licite. A priori, ce n'est pas licite. D'accord. Et alors, les conditions sont telles que moi, je peux vous le dire comme ça en 5 secondes, hein, on n'est pas obligé de y passer la soirée. Les conditions sont telles que ce qui est considéré comme étant halal, ce qui est vendu comme étant halal en France, en fait, en réalité, n'est pas licite et ne devrait pas être consommé par les musulmans. Pourquoi ? Par exemple, alors il y a une première infamie au sens presque religieux, par rapport à dans une perspective islamique, c'est les animaux que l'on tue afin de les consommer et qui ont moins de 1 an d'existence. Alors ça, aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est absolument pas respecté. Donc consommer donc ce qu'on qualifie de agneau, veau, voilà, ça déjà. Dès lors qu'il y a la certification, parce qu'en plus c'est des labels aujourd'hui, c'est vraiment tout un... Bon, c'est le capitalisme dans sa plus grande... Dans ce que c'est, quoi. C'est une machine de guerre, on met des logos comme ça, des labels et tout. Donc cette notion de halal sur cette viande, donc extraite d'un animal qu'on a tué avant l'âge de 1 an, déjà, c'est un mensonge. C'est pour ça que je dis c'est une infamie dans une perspective morale, quoi, morale religieuse, quoi. Dans les élevages industriels, déjà, les conditions ne sont pas réunies. Par exemple, il y a nécessité de tenir en fait un propos. Il faut dire quelque chose en fait pour mettre à mort l'animal. Et je parlerai ensuite des conditions de vie. Là, un mot sur la mise à mort. Donc ces mots doivent être prononcés. Et on a dans les élevages industriels, alors c'était beaucoup le cas il y a encore quelques années, un peu moins aujourd'hui, mais élevage industriel, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça aussi la rationalisation, le gain, voilà, comment on essaie de gratter du temps, quoi, pour produire le maximum. On n'a pas le temps. Et donc on n'a plus le temps de dire ces mots. Animal tué après animal tué. Et donc, pendant toute une période, encore un petit peu aujourd'hui, je vous dis, mais pendant toute une période, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait un haut-parleur comme ça, et donc avec un propos, ce propos-là, en fait, religieux, et on égorgeait comme ça. Diffusé, en fait, dans les abattoirs. À la chaîne. C'est qu'il y avait même pour le coup, une désacralisation en fait de ce rituel. Je veux dire, après, on peut penser ce qu'on veut de ce rituel, donc de cette condition pour que de l'illicite on passe à l'illicite. C'est pas la seule, mais c'est l'une des conditions. Mais là, tout à coup, elle était dévoyée. Au nom du capitalisme, en fait. C'est-à-dire, pour pouvoir tirer profit, dégager une plus-value, etc., on ne peut pas se permettre de ces caprices, en fait, ce luxe comme ça. Voilà, c'est quelque chose de très religieux, quoi. Enfin, il y a quelque chose là, une dimension, en fait, qui n'est pas prise en compte par voilà, une société de consommation, une société industrielle, etc. Et donc, voilà, on va régler le problème avec ce gadget qui est, on va diffuser ça sur l'ensemble de l'usine, en fait, et voilà, et on va égorger comme ça à la chaîne, du coup, pour dégager le maximum de profit. Bon, ça, voilà, c'est pas halal, quoi. Et alors ça, c'est la mise à mort, et il y a d'autres aspects, mais c'est surtout les conditions de vie. Je veux dire, la notion alors c'est ça d'ailleurs qui est intéressant. Moi, je pense que ça peut être l'avenir d'ailleurs de nos discussions, enfin c'est-à-dire musulmanes, antispécistes, en sachant que c'est pas 2 mondes séparés, évidemment que il y a des musulmans qui sont antispécistes, des antispécistes qui peuvent être musulmanes, enfin les deux sont. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je pense que l'une
des questions qui va faire lien en fait là à l'avenir, à laquelle moi j'essaie de travailler. Mais bon, vous alors évidemment, puisque j'avais écouté comme ça un de vos podcasts, un épisode sur la sentience, qui était vraiment vraiment intéressant et où vraiment je trouvais que ça faisait vraiment écho avec la notion de souffrance en islam, notamment la souffrance des animaux. Alors on ne dit pas non humain en islam, hein, c'est des animaux, mais c'est intéressant justement sur jusqu'où va l'antispécisme en islam. C'est vraiment intéressant. Mais en tout cas sur la notion de souffrance, je pense que c'est une bonne entrée parce que en islam, on doit tout faire pour que l'animal ne souffre pas. Cette idée de souffrance, on la retrouve, on la trouve. Moi, je suis musulmane, hein, donc je considère qu'on la trouve en islam et qu'il y a là quelque chose, oui, certainement à aller peut-être chercher parce que ça existe déjà. Je vous dis, ça existe déjà dans la communauté musulmane, ça existe déjà dans ces espaces religieux, dans les foyers, dans les familles, etc. Mais peut-être aller tirer pour voir un peu dans quelle mesure on retrouve des choses communes dans d'autres espaces, en fait, qui sont pas musulmans. Mais je trouve que oui, cette question de la sentience, de ce que ressent l'animal et de comment, en fait, ça peut conduire à une réflexion où l'animal est tout simplement épargné, et il faut l'épargner. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Pour parler de l'Aïd. C'est une fête lors de laquelle on a obligation, alors c'est pas l'obligation, pardon. Il faut que, là encore, des conditions doivent être réunies pour permettre le sacrifice du mouton. Alors déjà, pour beaucoup, c'est pas le mouton, c'est l'agneau. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça marche pas. Mais alors là, sur cette idée de sacrifice, j'en parle un petit peu. Ça mobilise un enjeu utilitariste. Ça, c'est évident. Et voilà, moi, quand je peux éviter de mobiliser un argument utilitariste, je le fais. Mais là, voilà, je vais quand même aller exploiter ce petit argument utilitariste, si vous me permettez. Donc, aujourd'hui, on sait que, en tout cas, nous, dans les quartiers populaires, les musulmans, parce que les musulmans sont de classe populaire en France, c'est comme ça, ils vivent pour l'essentiel dans les quartiers populaires, la viande que nous consommons, en fait, elle provient des élevages industriels. Voilà, c'est comme ça, en fait. Il y a de la viande consommée qui ne vient pas de là, de cette industrie-là, de ces usines, mais là, celle que cette classe sociale-là consomme, ça vient de là. On sait aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui est documenté, qui est chiffré, et en islam, il se trouve que vraiment tout pousse à aller vers la science. C'est quelque chose qui est très, très, très valorisé. Il se trouve qu'aujourd'hui, on sait le lien entre ces élevages industriels, d'où provient la viande que l'on consomme, et la dévastation du monde, le dérèglement climatique. Il y a aussi une autre notion qui est très, très importante en islam, c'est la notion de justice. Il faut œuvrer, y compris à titre individuel, pour la justice. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, en fait, quand on parle de l'islam. On pense que c'est une accumulation d'interdits, en fait. Voilà, une juxtaposition d'interdits. Alors, il est interdit de manger pendant le mois du Ramadan. Il est interdit de faire ceci, de ce... Bon, en fait, en réalité, non. Il y a quand même cette positivité, j'allais dire, mais vraiment, il y a la recherche de la justice, en fait. Il faut rechercher la justice et on aura à en rendre compte. Voilà. Y compris en tant que parents. Les parents musulmans savent ça. Hein. C'est vraiment dans quelle mesure, en fait, on aura tout fait pour que nos enfants puissent grandir dignement. Par exemple, il y a la notion de dignité. Voilà. Et on aura à en rendre compte. Il y aura un jugement dernier à un moment donné, on aura à en rendre compte. D'ailleurs, je dis souvent, ça sera compliqué de dire c'est uniquement la faute à Macron, quoi. Il y a aussi ce que nous, on est capable de faire, nous, pour éviter, par exemple, qu'il y ait des violences entre nos enfants dans les quartiers populaires. Donc, il y a vraiment cette notion de justice, de jugement, de compte à rendre, en fait. Et donc, on a quelque chose à faire pour éviter la dévastation du monde, le dérèglement climatique. Il y a là des enjeux de justice, alors que nous, militants écologistes, on pourrait qualifier de justice sociale, justice environnementale. On sait que les élevages industriels conduisent à cette injustice sociale et environnementale. Et l'injustice par rapport aux animaux, aux individus eux-mêmes ? C'est-à-dire ? Eh bien, le fait qu'ils soient mis à mort, c'est aussi une question de justice sociale. Absolument, vous avez raison, absolument. C'est vrai, dans quelle mesure on prend en considération. Mais encore faut-il prendre en considération d'abord leur souffrance, en fait. C'est par ça que ça passe, à mon avis. C'est-à-dire, ces animaux souffrent, et donc, il y a là une injustice. Et donc, voilà, dans quelle mesure il faut combattre cette injustice, c'est presque un devoir, en fait, en islam. Vous avez raison. Mais là, j'étais vraiment sur le lien entre élevage industriel et dérèglement climatique. C'est là où j'introduis l'argument utilitariste, en fait, qui n'est pas antispéciste. Mais bon, à mon avis, c'est bon à prendre, là, stratégiquement, mais, et de dire, oui, donc il n'y a pas photo, en fait, il n'y a même pas à aller beaucoup plus loin dans le débat. Le débat est clos. Il faut arrêter les élevages industriels, il faut les fermer, il faut les abolir, il faut trouver une solution. En tout cas, il faut y réfléchir, quoi.
Et donc, il y a effectivement ces deux niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, là, on observe, on constate, parce qu'on a renoué, en fait, le lien entre nous qui vivons dans les quartiers populaires, la population musulmane qui vit en Europe, le lien avec le sort des animaux non humains dans les élevages industriels. Donc, on observe, on voit, on sent ce qui se passe. Et donc, on est bien obligé d'observer et de constater que ces animaux souffrent. Et donc, stop, on arrête et on ne les mange plus. Voilà. Ça, je trouve que c'est assez... c'est assez simple en fait d'ouvrir le débat là-dessus. Après on peut discuter, etc. Et surtout si c'est un débat religieux, mais moi je suis pas contre les débats religieux. En fait, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. On a tendance à désacraliser l'islam, comme je disais tout à l'heure, à assigner à résidence et à appauvrir aussi. Alors que, bon, moi je suis musulmane, donc je prêche pour ma paroisse. Il y a vraiment une matière à débat philosophique vraiment et spirituel qui est vraiment... au moins intéressant pour le champ antispéciste, mais ensuite il y a l'autre argument, donc sur la question là pour le coup climatique, la question de la dévastation du monde, où là aussi il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la logique, quoi, qui est il y a un lien entre élevage industriel, dérèglement climatique, on a une responsabilité par rapport à ça, on recherche la justice, c'est tout, on travaille à fermer ces horreurs, quoi. Donc pour moi un peu les deux. Les deux questions où on peut, je pense, travailler dès lors qu'on pense à un antispécisme du point de vue des quartiers populaires. Après, c'est très tâtonnant parce qu'encore une fois, j'essaie de ne pas arriver avec des gros sabots et vraiment j'invite tous ceux qui œuvrent à faire avancer cette cause-là, à faire la même chose. Vraiment, c'est vraiment comment on est à l'écoute, surtout, il s'agit là d'une population qu'on écoute très très peu. Même entre nous, déjà, on ne discute pas tant que ça. Donc c'est vraiment tâtonner, puis... Et du coup, est-ce que de la même façon que vous parlez dans votre ouvrage d'écologie populaire, on pourrait parler selon vous d'un véganisme populaire ou d'un antispécisme populaire? Est-ce que ça vous semble juste aussi comme concept d'adapter, de savoir comment ces questions peuvent être finalement repensées de façon peut-être décentrée, différente, depuis la marge, depuis des catégories de personnes qui sont minorisées par des systèmes de domination, qui pensent peut-être les choses de façon différente? Oui, alors moi j'avais parlé à un moment donné aux camarades là, de 269 Libération Animale d'antispécisme pirate. Et d'ailleurs quand on se parle, quand on échange, amitié pirate à chaque fois, il y avait vraiment cet adjectif-là qui revient. Oui, parce que, alors là pour le coup c'est relatif aux modalités de lutte, en fait c'est l'action directe, où je trouve qu'il y a là justement un écho aux luttes anticoloniales. Enfin, je trouve que c'est aussi costaud, aussi dans la forme radical, révolutionnaire. Voilà, exactement. Et là, je trouve que vraiment, il y aurait vraiment, vraiment moyen de s'entendre, en fait, que ça peut vraiment bien matcher entre l'héritage des luttes dans les quartiers populaires, notamment les luttes anticoloniales, et cette forme en fait de lutte qui est l'action directe. Et je trouve que il devait y avoir un adjectif plutôt que populaire, je partirais plutôt sur pirate, quoi. C'est-à-dire ne pas avoir peur de forcer, de taper du poing sur la table, parce que là pour le coup, que ce soit sur les luttes antiracistes, de l'immigration des quartiers populaires ou les luttes antispécistes, en termes de modalités de lutte, j'entends. Oui, je pense qu'il faut passer vraiment, ce que je dis tout à l'heure, il faut vraiment, vraiment passer la deuxième et pas se contenter uniquement d'aller chuchoter à l'oreille des ennemis pour leur dire non mais vraiment c'est pas bien, il faut arrêter avec ça. Voilà, on a quand même affaire concernant l'ennemi à des industries, un système d'oppression qui existe depuis très longtemps, le système capitaliste. Enfin je veux dire il faut établir un rapport de force et qui soit quand même pensé dans quelque chose de radical et qui éventuellement même sort des marges de la légalité, etc. Donc oui, là je trouve qu'il y a quelque chose à réfléchir, même si je l'ai dit tout à l'heure, les personnes non blanches ont un rapport à la radicalité et à ces modalités de lutte qui peut être complexe en fait, parce que autant on peut très facilement brûler des voitures, aller sur quelque chose de très dur, même brûler des bibliothèques, donc vraiment là carrément sortir carrément de ce qu'on attend de nous, de cette tempérance, mais d'un autre côté, dans le milieu plus militant en fait, dès lors que c'est moins spontané, là évidemment on met beaucoup plus d'eau dans notre coca parce que on sait très bien que les premières personnes qui sont gardées à vue, qui sont les plus vite maltraitées, qui prennent
plus cher, dès lors qu'il y a condamnation. Bon, c'est très bien que ce sont les personnes non blanches. Donc on y réfléchit à 2 fois avant de se lancer comme ça dans un truc un peu révolutionnaire, un peu à la gauchiste, quoi. Bon, je suis moi-même gauchiste, donc c'est pas du tout... mais je veux dire, voilà, sur la lutte un peu classique comme ça, où vraiment on y va frontalement face à l'institution. Oui, il y a cette complexité. Mais en même temps, voilà, encore une fois, je trouve qu'il y a là, le fait de cette radicalité, en fait, qui existe dans les quartiers populaires, où vraiment, une fois qu'on est convaincu, en fait, et qu'on a réussi à créer du collectif, en fait, tout devient beaucoup plus simple, je trouve. Pour l'instant, par exemple, le Front de Mer, toutes les luttes qu'on a menées, que ce soit l'alternative végétarienne, j'ai dit tout à l'heure, mais sur une sorte d'ascenseur, sur le Verdragon, obtenir le lieu, le garder, etc., en fait, on gagne. Parce qu'il y a vraiment une détermination, je trouve, qui est spectaculaire dans les quartiers populaires, parce que... Alors, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on n'a pas beaucoup de victoires et qu'on n'arrive à rien. C'est vrai, il n'y a pas grand-chose qui se passe politiquement dans les quartiers populaires. Alors, je ne parle pas des réflexions, des ambitions, non, je parle concrètement des luttes qui sont menées dans les quartiers populaires. Parce qu'il y a énormément d'entraves et que surtout, on est isolé. Tout est fait justement pour nous isoler. Mais dès lors qu'on arrive à trouver des petites marges de manœuvre pour réussir à être... Le Front de Mer, à la base, c'est 8 personnes. Hein. Mais pour être un tout petit peu, pour réussir à constituer une sorte d'agora, en fait, dans les quartiers, là, tout à coup, c'est le monde est à nous, quoi. Tout s'ouvre et vraiment, on ne lâche pas. Il y a vraiment une détermination ou non. C'est une question de droit, c'est une question de justice, hors de question, avec vraiment cette idée que on le fait, c'est pour nos enfants. Et puis aussi, moi, par exemple, je vais parler vraiment pour moi personnellement. Moi, j'ai cette angoisse, en fait, qui est peut-être aussi, religieuse, hein, de ce que j'aurais à rendre comme compte par rapport à mes enfants, mais même tout simplement dans le rapport que j'ai à mes enfants, de les décevoir, et puis de leur donner à voir, en fait, des adultes qui baissent les bras, qui abandonnent, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc-là. C'est une fois tant qu'on s'engage pas, tant pis. Mais une fois qu'on s'est engagé et que nos enfants nous écoutent, ils nous regardent, ils et elles, là, il faut aller jusqu'au bout pour pas les décourager eux-mêmes dans leur combat, quoi. Donc oui, ça, je pense que c'est là où on peut se retrouver. Donc si antispécisme du point de vue des quartiers populaires, il doit y avoir, moi je pense que c'est un antispécisme très 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 énervé. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les liens que, par exemple, le Front de Mer, on peut avoir avec les organisations, quand je regarde un petit peu quelles sont ces organisations, souvent ce sont des organisations qui sont radicales et qui n'ont pas peur de justement de la radicalité, quoi. Vous avez une formule très belle dans La puissance des mères, vous écrivez « Le monde n'est pas assez beau pour mes enfants, il faut s'appliquer à le changer ». Fatima Wassak, je demande à chacune et chacun de mes invités de nous donner 3 recommandations. Alors, quelles sont les vôtres ? Alors, première recommandation, il s'agit du travail qui est réalisé, tout le travail réalisé par une artiste, mais qui est aussi une intellectuelle et une écrivaine, une autrice. Il s'agit de Maya Mindu, qui fait tout un travail de dessin, d'illustration, notamment pour les éditions Cambourakis, donc on peut retrouver son travail dans ces éditions-là, mais qui a aussi une écriture que je trouve vraiment est très belle et très poétique pour dire en fait la libération animale. Je renvoie à notamment un texte publié sur le site Ballast, quand elle parle alors elle parle très très bien du rapport au vivant, très très bien des animaux non humains. Elle parle très bien elle a une sensibilité qui dit un rapport très complexe, très subtil. Je trouve qu'elle élargit très bien nos horizons et notamment nos horizons de lutte. Voilà, c'est aussi une camarade, une amie, donc Maya Mindu. D'ailleurs, ce texte peut être retrouvé en podcast. Si vous tapez Ballast, vous tombez sur les textes de Ballast qui sont lus et il me semble qu'il est lu par Maya Mindu elle-même. Je mettrai le lien en description. Je savais pas, j'apprends quelque chose. Je vais me jeter dessus là. Et puis alors Ballast de manière générale, qui est un site, qui est un collectif que je pense qu'on peut qualifier d'antispéciste. Enfin, il y a vraiment une ligne, une réflexion antispéciste à Ballast. Alors, autre référence, alors ça va peut-être étonner un petit peu, c'est le manga One Piece. Alors, ça va étonner pour les personnes qui connaissent le manga, qui vont là certainement hurler. Parce qu'alors, on mange énormément de viande dans ce manga. C'est-à-dire même, alors, pardon, mais les personnages, les héros, en fait, de ce manga, pour se revigorer, pour retrouver leur force, etc., dès lors qu'ils ont mené des combats très durs, mangent de la viande et mangent des quantités astronomiques de viande, mais alors une viande très...
schématique, quoi, presque abstraite en fait. C'est vraiment la viande du dessin animé avec un os qui dépasse, c'est vrai. Donc là, oui, je suis d'accord. Ce n'est pas antispéciste, au contraire, ça renforce en fait ces préjugés qui associent viande et virilité, viande et force, etc. C'est vrai. Mais je trouve que c'est quand même un manga qui a une dimension antispéciste parce que il floute un petit peu. Et pas qu'un peu d'ailleurs, les relations entre humains et non-humains, avec comme ça des peuples, les hommes-poissons par exemple, qui sont hommes et poissons, et oui, je trouve qu'il y a un vagabondage interespèces qui est vraiment, vraiment intéressant, qu'on retrouve dans d'autres mangas et dans la culture japonaise, mais c'est assez... comment dire, c'est très subtil et c'est très complexe. Hein. C'est pour ça que je dis, d'un côté on peut hurler, mais de l'autre côté en fait il y a vraiment des choses intéressantes parce qu'il y a vraiment une tension entre d'un côté, donc on consomme de la viande parce que la force, etc. Donc c'est des préjugés qui sont spécistes et qui sont oppressants et mais d'un autre côté en fait ça ouvre la voie, je trouve, à vraiment la possibilité de passer d'une espèce à l'autre très très facilement. Alors par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Dès que je parle de One Piece, je pourrais passer des heures, mais peut-être qu'il y a des personnes là qui nous écoutent et qui pourraient, je sais pas, creuser un petit peu le sujet. Il y aurait vraiment un sujet à faire sur l'antispécisme dans One Piece. Mais par exemple, le personnage principal de One Piece, donc, il s'appelle Luffy. Alors c'est un jeune homme, c'est un garçon, c'est devenu un homme qui a mangé un fruit qui lui permet d'avoir des pouvoirs. Et alors son pouvoir, c'est de devenir très élastique en fait. Et alors ce Luffy s'appelle Monkey D. Luffy, donc Monkey le singe en anglais. Et en fait ce pouvoir de se transformer, un pouvoir élastique, l'animalise en fait, avec cette sorte de singe, et donc voilà, je trouve que même déjà dans le personnage de Luffy en fait, il y a comme ça quelque chose de très vagabondant en fait. En tout cas c'est clair qu'il y a le refus d'une frontière claire, nette entre l'espèce humaine et les autres espèces, quoi. Et puis je l'ai dit, il y a ce peuple des hommes poissons qui est vraiment vraiment intéressant, qui est mis en esclavage et qui cherche à se libérer. Donc et puis il y a d'autres personnages aussi qui sont très très bien. C'est-à-dire que tous les fruits en fait qui sont consommés, la plupart des fruits qui sont consommés permettent aux humains qui les consomment d'avoir des pouvoirs et de se transformer en passant par une autre espèce en fait. Donc, après c'est un mélange, hein, mais bon voilà. Je trouve que One Piece c'est vraiment vraiment intéressant. Mais c'est comme sur la question féministe dans One Piece. Hein. Moi je trouve qu'il y a une dimension féministe et en même temps, et même anti-transphobe, mais en même temps il y a des horreurs dans One Piece, des horreurs misogynes dans One Piece. C'est toute la complexité de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Et je vais quand même citer le nom du créateur. Et enfin, je voulais parler, alors j'en ai un petit peu parlé, de 269 Libération Animale. Alors je pense que les personnes qui nous écoutent connaissent en fait cette organisation, donc encore une fois, qui défend une modalité de lutte qui est l'action directe avec un sanctuaire. Je voulais en parler pour dire que moi je suis militante avant tout, une militante politique, et comme pour beaucoup de militants politiques, l'un des enjeux, l'un des objectifs, c'est de nouer des liens, et des liens qui se traduisent par des actions concrètes, en fait, par des projets très concrets de terrain, que ne pas rester uniquement dans la théorie, l'abstraction, les nuées, quoi, et jamais se confronter à la réalité du terrain. Et en fait, on a réfléchi, en fait, on commence à réfléchir à un projet commun, et je trouve que c'est intéressant, un projet commun entre le Front de mer et 269 Libération Animale. On verra bien si ça se réalise effectivement, réellement, jusqu'où ça va, pareil, ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le lien entre Front de mer et Alternativa, quels sont les problèmes, pourquoi ça fonctionne pas. Bon, en espérant que ça fonctionne, hein, mais au moins, voilà, on pourra voir, on se sera essayé, en fait. On aura tâté le terrain, quoi. Donc voilà, je voulais aussi, et puis rendre hommage aussi au travail incroyable que fait 269 Libération Animale, aussi comme modèle et comme une des voies à suivre, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Fatima Wassak, d'être venue dans Comme un poisson dans l'eau. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet entretien en 3 parties avec Fatima Wassak. On a soulevé bon nombre de questions qui font débat au sein de l'antispécisme, mais aussi dans les liens entre antispécisme et autres mouvements sociaux. Alors je m'attends bien à ce que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce qui a été dit dans ces épisodes, ou même avec l'angle abordé. Mon but dans Comme un poisson dans l'eau, c'est de pouvoir ouvrir la réflexion et soulever tous ces débats qu'on doit pouvoir se poser, mais dans un cadre apaisé. Alors s'il vous plaît, faites-moi savoir ce que vous avez pensé de tout ça, les points avec lesquels vous êtes en accord et ceux avec lesquels vous êtes plus en désaccord peut-être. Je suis toujours très heureux d'avoir vos retours.
Et si le podcast vous plaît, pensez bien à laisser des étoiles et des avis positifs sur vos plateformes de podcast préférées. Et à partager les épisodes, à en parler autour de vous, à soutenir si vous pouvez. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous.